Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la province prestigieuse de la Chopo, où tout le monde était content quand il y a eu la nomination ou l'élection d'un jeune à la tête de cette province? Allons-nous vers une déstabilisation généralisée? Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec un professeur, le professeur Achille Etukumalo Inola. Il est professeur à l'UNIKIS, à l'UPC, aussi à l'université William Booth, professeur de droit. Avec lui, on va analyser certaines considérations juridiques liées certainement au niveau de cette province de la Chopo. Fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de décryptage. Bienvenue, professeur. Merci, bonjour monsieur Jean-David, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, effectivement. Alors, vous êtes professeur au niveau de l'UNIKIS, c'est que l'université des Kisangani, professeur aussi à l'UPC, professeur aussi à l'université William Booth, professeur de droit. Déjà, UNIKIS, c'est Chopo. Chopo, il y a l'instabilité institutionnelle où vous avez les députés provinciaux qui ont décidé qui ont pris la décision pour la déchéance du gouverneur, et le gouverneur ne compte pas, c'est de se faire. Bienvenue. Merci beaucoup à monsieur Jean-David pour l'invitation. Je voudrais aussi saluer les téléspectateurs de Télé 50 qui nous suivent en ces moments. Évidemment, nous sommes là pour traiter un peu de l'actualité qui se passe au niveau de la Chopo. Moi, personnellement, je suis tiqué. Ici, j'interviens en tant qu'analyste politique et sur le plan juridique. Au fait, je ne suis pas là pour un camp contre un autre, mais nous devons voir les choses un peu scientifiquement parce que vous savez, la ville de Kisangani, c'est la troisième ville du pays et c'est une ville universitaire. Et donc, en tant qu'acteur dans ces coins du pays, la question m'intéresse. Vous savez, le 27 octobre 2025, nous avons vu le gouverneur de la province de la Chopo, M. Paulin Lendongoli Lebabonga, être déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale. Évidemment, avant cette déchéance, il y a eu des conflits entre le gouvernement provincial et même le gouvernement, l'Assemblée provinciale. Mais avoir la manière dont les choses se sont passées, moi, personnellement, je suis écœuré de voir que... Mais ils ont respecté, non? Ils n'ont pas respecté la procédure à la matière. Non. Les députés provinciaux. Ils ont appelé les gouverneurs à venir se présenter les jours J. Il n'est pas venu. Et le gouverneur, au lieu d'être en province, il a été ici à Kinshasa ou dans d'autres voyages. Non, évidemment, je voudrais un peu parler de cette question-là. La procédure au niveau de l'Assemblée provinciale de la Chopo. C'est là où je suis tiqué, je suis écœuré de voir que la procédure n'a pas été respectée. Comment ça? Les lois de la République, ou la Constitution, d'abord parlons de la Constitution, n'a pas été respectée, la loi, et les lois et même le règlement. Tout à l'heure, là, on va lire ces dispositions. Lorsque le gouverneur a été invité, lorsque la motion a été initiée, c'était le 20. Alors, le 22, il est invité pour aller présenter ses moyens de défense. Octobre. Le moyen de défense au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais, curieusement, le 21 octobre, le gouverneur et même le membre du bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que les députés mentionnés ont reçu une invitation de Kinshasa. À ce moment-là, le gouverneur était à Kisangani, voyez-vous, et il s'apprêtait à aller présenter ses moyens de défense au niveau de l'Assemblée provinciale à Kisangani. Mais puisqu'ils ont été invités à Kinshasa par le ministre en charge des affaires coutumières, faisant intérim du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et tous sont arrivés à Kinshasa. Et donc, il n'y a pas eu examen de la motion le 22, comme prévu. Alors, ils sont à Kinshasa jusqu'au 24.
Le 24, les députés ont été libérés, certains sont rentrés, donc les députés mentionnés sont rentrés, ainsi que d'autres membres du bureau. Et le 25, le président de l'Assemblée provinciale rentre. C'était un samedi, si je ne me trompe pas. Et le gouverneur, c'était une notoriété que tout le monde savait que le gouverneur était encore à Kinshasa. Lorsque le président de l'Assemblée arrive à Kisangani, le dimanche, on voit apparaître sur les réseaux sociaux un communiqué daté du samedi, alors que le président de l'Assemblée, qui était censé signer le communiqué, était encore à Kinshasa. On voit circuler sur les réseaux sociaux. Mais il peut signer à partir de Kinshasa. Non, c'était signé à partir de Kisangani. Alors, sur les réseaux sociaux, on trouve ces communiqués-là. On est dimanche. Et vous êtes au courant que dans notre pays, les samedis, les services ne travaillent pas. Donc, le gouvernorat était fermé. On se demande, le gouverneur avait été saisi quel jour? Ça, on se demande. Alors, on est le lundi, le jour où le président de l'Assemblée a programmé l'examen de la motion qui devait être analysé le 22 et on est le 26, et plutôt le lundi le 27. Le gouverneur étant à Kinshasa, il a appris ça aussi comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Il s'est dépêché, il a écrit une lettre au président de l'Assemblée provinciale pour lui demander un report d'un seul jour pour lui permettre d'arriver à Kisangani afin de... Le gouverneur a écrit une lettre au président de l'Assemblée, signifiée... Et ce dernier a été saisi. Saisi par le service d'un huissier de la cour d'appel de Kisangani. L'Assemblée provinciale a été saisie. Alors, moi je me suis demandé, comme analyste, mais qu'est-ce qui a poussé l'Assemblée à aller aussi vite pour examiner cette motion le même jour, malgré la demande formulée par le gouverneur. Et dans cette lettre, le gouverneur rappelle un certain nombre de devoirs de l'Assemblée provinciale et des droits. Il dit, donnez-moi un jour, je serai à Kisangani et on peut analyser la motion le jour suivant. Le président de l'Assemblée provinciale, qui avait le choix de repousser la plénière, n'a pas voulu. Il a continué avec la plénière. Alors, la plénière a eu lieu. On a pris la décision de déchoir le gouverneur. Qu'est-ce qui cloche? Au niveau de la procédure, il y a violation de la Constitution. Il y a également violation de leur propre règlement d'ordre intérieur. Vous savez, le droit de la défense ou le principe de contradictoire c'est un principe constitutionnel. La loi, à l'article... Est-ce que le quorum aussi a été atteint? Le quorum n'a pas été atteint. Je voulais en arriver là, parce que je voulais d'abord parler de la loi, comment on a violé le principe du contradictoire, et voir maintenant au niveau du quorum. L'article 19 de la Constitution, alinéa 3, dispose que le droit de la défense est organisé et garanti. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Oui. Vous voyez, avec le résumé de faits que je viens de vous donner, les droits de la défense n'ont pas été respectés, violés consciemment par l'Assemblée provinciale. On va encore violer une autre loi, là, s'agissant du règlement d'ordre intérieur, pour parler de quorum. Même le quorum n'a pas été atteint. Comment ça n'a pas été atteint? Vous savez, l'Assemblée provinciale... Ils sont censés se réunir au nombre de combien? Ils sont censés se réunir au nombre de 29. Parce que l'Assemblée provinciale de la province de la Tchopo est constituée de 29 députés. Alors, même si le 29 ne venait pas, leur règlement d'ordre intérieur dit qu'il faut au moins se réunir au nombre de 2 tiers. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire 20 députés au moins. 20 députés. Mais vous allez remarquer qu'ils ont siégé au nombre de 18, qui ne fait pas 2 tiers, parce que le calcul normal, le simple calcul, c'est au moins 20 pour atteindre le 2 tiers sur le 29 députés qui composent l'Assemblée provinciale. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, ces quorums-là, c'est ce qui justifie, qui devait justifier la prise de décision. D'abord,
la tenue de la plénière et la décision, pour valider la décision qui serait prise. Par la violation de cette disposition de l'article 18, plutôt 68 de leur règlement d'ordre intérieur, alors on ne peut pas valider cette décision de déchéance. Vous voyez? Qu'est-ce que dit cet article? L'article 68 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale dispose que l'Assemblée provinciale ne prend ses décisions que si le 2/3 de ses membres sont présents. 2/3. Nous venons de faire le calcul, le 2/3 c'est 20. Mais vous avez remarqué que 19, voilà, 19, est-ce qu'on va diviser un député pour faire 19,5? Là, c'est difficile. Donc, il faut atteindre au moins 20 députés. Alors, contrairement à cette disposition du règlement d'ordre intérieur de leur propre assemblée, c'est une loi tenue ou votée au niveau de l'Assemblée provinciale, validée par la Cour constitutionnelle, sur base des dispositions de la Constitution qui le demandent. Donc, vous voyez qu'on a violé et le principe du contradictoire, plutôt garanti par la Constitution, et l'article 68 qui parle du quorum. Alors, devant cet acte de l'Assemblée provinciale, peut-on valider la décision de déchéance du gouverneur Paulin Lendogolia? Moi, en tant qu'analyste politique et juridique, je dirais non. Parce que la loi a été violée sur le plan de la Constitution et même sur le plan de la forme et même sur le plan de fond. Donc voilà un peu de manière succincte comment se sont passées les choses de la province au niveau de la province de la Tchopo. Moi, personnellement, j'ai été tiqué, je me suis dit, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Alors, lui, Mena, le gouverneur, qu'est-ce qu'il compte faire pendant ce temps? Bon, le gouverneur, en ce moment, a saisi la Cour constitutionnelle pour pouvoir revoir cet acte de l'Assemblée provinciale qui viole non seulement la Constitution, mais aussi les lois de la République. La Cour constitutionnelle. Oui, il a saisi la Cour constitutionnelle. Mais semble-t-il que celui qui serait aussi à la base de toutes les manipulations, qui viserait aussi le président de l'Assemblée provinciale. Non. Parce que le président de l'Assemblée provinciale, il y a même le procureur qui a demandé à ce qu'il comparaisse aussi. Il a aussi été accusé. Oui, le président de l'Assemblée provinciale a été accusé. Effectivement, nous avons suivi cette situation, pas par le gouverneur, oui, mais qui est un homme de paix, mais plutôt par un citoyen, par un citoyen congolais de la Tchopo, qui a réécrit une plainte à charge du président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, pour de faits bien précis dans cette plainte-là, notamment la question de détournement de 200 000 $ que Frivao avait confié à l'Assemblée provinciale, parce que l'Assemblée provinciale avait écrit à Frivao. Frivao, c'est cette caisse-là de victimes de guerre qui ont eu lieu au niveau de la province de la Tchopo ou dans la Grande Orientale contre les troupes rwandaises et ougandaises. Et l'Ouganda a payé un montant à l'État congolais en termes de dommages et intérêts, et cet argent est géré par Frivao. Alors, Frivao a reçu une lettre de l'Assemblée provinciale demandant l'indemnisation de l'Assemblée provinciale qui avait été aussi victime de toutes ces atrocités-là au niveau de Kisangani. Et Frivao a réagi en payant une somme de 200 000 $ à l'Assemblée provinciale, et cette somme est gérée par le président de l'Assemblée provinciale, qui a même déclaré devant le média qu'il a mis 100 $, plutôt 100 000 $ pour la réhabilitation de l'Assemblée provinciale. Là, je peux féliciter le président de l'Assemblée, parce que aujourd'hui... C'est aussi un détournement. C'est un détournement. Comment vous pouvez... Ça, c'est Frivao. Pourquoi vous voulez mettre pour l'Assemblée provinciale, pour la réhabilitation, avec l'argent des victimes? Non, moi, je ne considère pas ça comme un détournement, parce que
l'Assemblée provinciale... Moutamba payait les prix pour ça. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais par rapport à l'Assemblée provinciale a subi des séquelles de cette guerre-là. Les troupes rwandaises et ougandaises ont habité l'Assemblée provinciale. Et ils ont abîmé cet édifice-là. Alors, l'argent a été confié à l'Assemblée provinciale pour réhabiliter. Et on a mis 100 000 $, selon les dires du président de l'Assemblée provinciale, pour réhabiliter. Mais les 100 000 autres, selon ses propres dires, ont été partagés entre députés. Bon, il a dit ça, on a suivi ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que le gouverneur ne serait-il pas derrière cette instrumentalisation? Parce qu'on a vu la justice activée pour que le président de l'Assemblée provinciale réponde. Non, 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 le gouverneur ne peut pas être derrière parce que jusque-là, il n'y a pas une preuve qui le démontre. C'est plutôt un citoyen congolais qui a saisi la justice et la justice a réagi. Le procureur de la République, plutôt le procureur général près la Cour de cassation, a écrit une lettre à l'Assemblée provinciale de la Tchopo pour autoriser la poursuite du président de l'Assemblée provinciale. On en est où et avec... le président a deux options à ces conditions-là. Premièrement, le président est appelé à démissionner. N'est-ce pas? Pour organiser cette plénière-là. Ou même se déporter momentanément pour qu'on organise cette plénière pour voir s'il peut être livré à la justice ou pas. Alors, là, nous sommes en train d'assister à l'inertie de l'Assemblée provinciale de la Tchopo qui ne veut pas examiner la question. Et là, on se pose la question, mais qui bloque? Qui bloque cette procédure? Est-ce que la personne poursuivie sera considérée comme au-dessus de la loi parce qu'on ne peut pas... Mais l'Assemblée provinciale peut aussi bloquer aussi, n'oubliez pas. Oui, l'Assemblée provinciale peut bloquer, mais qui doit organiser cela? C'est toujours la personne incriminée. Voilà, donc c'est l'Assemblée nationale. C'est ça l'état de droit aussi. Bien sûr, mais là, on attend la réaction du procureur général. Si le procureur général va se plier à l'inertie de l'Assemblée, au caprice de l'Assemblée provinciale, parce que ça aussi c'est violer quand même la loi, parce que quand on vous demande d'examiner ou d'analyser une réquisition du procureur général, vous avez vu avec l'Assemblée provinciale, plutôt l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agissait d'examiner... Mais il y en a plusieurs au niveau de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas examiné tous les réquisitoires. Et aussi, ils peuvent aussi exercer leur liberté. Alors, le gouverneur, il a été reproché de plusieurs griefs. Tout à fait. Plusieurs griefs. Alors, nous voulons d'abord aller au cas par cas. Il y a par exemple thématique sur la gouvernance. Comment vous avez trouvé la gouvernance du gouverneur? Parce que on a suivi parmi les réquisitoires des députés provinciaux, ils n'ont pas été tendres envers le gouverneur. Évidemment, les députés provinciaux n'ont pas été tendres par rapport au gouverneur. Lorsqu'on sait que jusque-là, les relations étaient un peu tendues. Donc, c'est tout à fait normal entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Alors, c'est vrai, il y a un certain nombre de griefs qu'on a reprochés au gouverneur. Mais moi, personnellement, lorsque je regarde la façon de gouverner de ce gouverneur-là, le gouverneur Paul Lénolia, je trouve quand même que quelque part, il y a des avancées plutôt. Des avancées? Il y a des avancées. Où, par exemple? Prenons par exemple sur le plan de la sécurité. Vous savez, le gouverneur, lorsqu'il postulait devant le député, dans son discours programme, le gouverneur avait promis, par exemple, une gestion rationnelle des conflits coutumiers et même le règlement des conflits coutumiers. Qu'est-ce que moi j'observe? Et qu'est-ce que tout le monde... L'Angola. Oui, bien sûr. Ça, c'était la promesse faite par le gouverneur lorsqu'il présentait sa candidature devant les députés. Moi, ce que j'observe, c'est que le gouverneur va plutôt dans le bon sens de sa promesse. Il y avait un conflit sanglant entre
les tribus Mbole et Lengola. À Kisangani, il s'est passé pas un jour sans qu'on apprenne que 15 personnes ou 20 personnes ont été égorgées. 2 ou 3, 4 maisons ont été incendiées. En plein centre-ville de Kisangani. Et là, nous parlons de la commune de Lubunga, la rive gauche du fleuve Congo. Vous voyez? Et lorsque le gouverneur arrive, il hérite de cette situation. Et après un temps, il fait taire ces conflits. Évidemment, avec l'appui du ministre en charge de l'Intérieur, on a organisé des forums de paix et on a organisé des cérémonies coutumières. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus attendre de parler de ces conflits. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé particulièrement. Le gouverneur a dit non à l'avancée de rebelles AFC M23. Pendant que les rebelles menaçaient de prendre la vie de Kisangani, le gouverneur s'est levé. Il a organisé des marches. Il est allé même à la brousse pour parler avec le Wazalendo. On l'a même surnommé Monsieur le Colonel. Un gouverneur surnommé Colonel parce qu'il avait toujours son bandeau rouge et il était avec le Wazalendo pour le armer moralement. Le gouverneur, lorsque la situation s'est calmée, disons pas pendant ces moments-là qu'il disait non quand il s'est levé contre l'avancée du M23, mais il y avait des gens, il y avait des autorités qui avaient déjà fui à Kinshasa. Vous savez, à une certaine époque, moi j'ai vécu cette guerre-là à Kisangani. La guerre lorsque Mouzé arrivait pour prendre le pouvoir, pour chasser Mobutu. Quand il était déjà dans les provinces voisines de Kivu, là, il y a eu des gouverneurs qui ont pris des pirogues pour fuir par le fleuve et pour atteindre Kinshasa. Mais Paulin n'a pas fui. Paulin est resté à Kisangani. Pendant qu'on lui disait, mais tu es en train de t'exposer, monsieur le gouverneur. Mais il était là. Il a armé le... Bon, tout ça, vous allez pas... C'est beaucoup. Alors, au niveau des économies et finances, parce que je sais que c'est... S'il vous plaît, monsieur le journaliste, sur le plan sécuritaire, j'aimerais un peu m'attarder là. Il y a beaucoup au niveau de l'économie, infrastructure, au niveau aussi de l'instruction moratoire. Donnez-moi seulement quelques 30 secondes. Sur le plan sécuritaire, vous savez, la ville de Kisangani, c'est une ville stratégique. Où, parlons de la province de la Tchopo. Toutes les provinces de la Grande Orientale passent par Kisangani pour atteindre Kinshasa. Par route ou par fleuve. Vous prenez le Kivu, ça passe par Kisangani. Et vous voyez que lorsque Kisangani aujourd'hui est prise, c'est fini, on atteint Kinshasa facilement par le fleuve ou même par route. Donc la ville de Kisangani doit constituer d'un verrou. Aujourd'hui, on veut chasser le gouverneur Paulin Nongolia, qui s'est affirmé contre la guerre. Vous savez, on dit souvent, vaut mieux un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Moi, je pense que le gouverneur Paulin, à travers les actes qu'il a fait poser contre la guerre, moi, je pense que c'est la personne indiquée pour qu'il reste là, pour barrer la route à l'ennemi, parce qu'on sait qu'il a dit non. Et vous savez, quand la situation s'est calmée un peu, le gouverneur Paulin a organisé un concert. Il a appelé une artiste. C'est là où on dit que... Rebo Chulo. C'était pour... L'intention du gouverneur, c'était quoi? Lorsque moi je lis... Au lieu d'être avec les députés, lui était avec Rebo. Mais il était avec Rebo. Pourquoi? Ça, c'était pendant que la ville était menacée d'être prise. Et lorsque ce climat est passé, il fallait faire, disons, chasser la psychose qui régnait dans la population. Il a organisé un conseil en soutien au chef de l'État, comme il en a fait avec le marche, comme il en a fait avec les Wazalendo. Seulement Rebo. Mais alors qu'il y a d'autres artistes. Une des artistes parmi tant d'autres. C'est pour dire que... C'est quoi ces relations avec Rebo? Écoutez, comme une relation entre un producteur et un artiste. C'est normal, même vous pouvez produire un artiste. Qui dit qu'on ne peut pas promouvoir une artiste féminine qui s'affirme aussi dans l'art musical. Donc, ce qu'il a fait, c'était pour chasser la psychose. Et les ennemis de la paix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité pour faire la peau au gouverneur.
j'ai ri lorsque je vis ça. Il y a même d'autres images compromettantes. Dans la motion. Il y a même d'autres images compromettantes. Ça, c'est l'esprit de la haine. De la haine. Qui caractérise la province de la Tchopo. Vous savez, dans la province, il y a une richesse. On appelle ça comme ça, entre guillemets, une richesse qui s'appelle la haine. Ça veut dire que vous pouvez ou ne pas faire quelque chose de mal, mais lorsqu'on vous voit émerger, on doit chercher des stratagèmes pour vous mettre par terre. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu des arguments tels que je suis en train de développer là. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mais là, on parle de la vie privée d'une personne. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on a publié des histoires obscènes. Moi, j'ai été écœuré de voir comment on peut en arriver là. C'est une situation inédite. Publier ou monter des images juste pour mettre l'adversaire à terre. Parce que l'adversaire a des arguments. L'adversaire est en train de monter au créneau pour démontrer l'irrégularité de sa déchéance devant, non seulement devant l'opinion, mais aussi devant la justice. C'est une question de temps. Bientôt là, la Cour constitutionnelle va pouvoir fixer la date d'audience parce que des questions comme ça ont été traitées par la Cour. Et il y a plusieurs jurisprudences. À Sankourou, aussi Doubangui, en 2017, il y a plusieurs jurisprudences à ce genre-là. Ces gouverneurs-là ont été réhabilités. Mais n'oubliez pas que il y a aussi d'autres personnes qui veulent aussi profiter de l'instruction sur les moratoires, disant que non, puisque l'instruction a été donnée, il faut que ça s'applique aussi chez les gouverneurs. Alors que la déchéance du gouverneur a été prise bien avant l'instruction. Évidemment, ça doit s'appliquer sur le gouverneur Paulin aussi. Parce que le gouverneur Paulin n'est pas encore tombé. Oui, mais il a été déchu bien avant. Déchu par l'Assemblée provinciale. Oui. Un acte qui est attaqué en justice. Nous attendons le verdict de la Cour pour dire effectivement, définitivement que Paulin est déchu. Aujourd'hui, sur le plan juridique, sur le plan légal, le gouverneur Paulin Lendokolia est encore gouverneur de la province de la Tchopo. C'est lui qui gouverne. C'est la raison pour... C'est lui qui gouverne. Il est là même maintenant. Parce que c'est à lui qu'on a demandé de laisser l'intérim au vice-gouverneur. Aujourd'hui, si le vice-gouverneur fait l'intérim, il fait l'intérim du gouverneur qui est ici à Kinshasa, qui attend le verdict de la Cour. Donc, Paulin est encore gouverneur. On attend le verdict de la Cour pour dire définitivement que le gouverneur Paulin est déjà tombé. Et l'instruction qui violerait même la loi, l'instruction du VPM. Parlons un peu de cette instruction. Vous savez, c'est plutôt une décision du gouvernement de la République. Vous voyez, c'est une décision savamment discutée au sein du Conseil des ministres. C'est dans un contexte. Dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte de la guerre. Nous sommes dans le contexte sécuritaire. Voyez-vous? Et donc, il a été décidé au niveau du Conseil des ministres qu'on laisse un peu stable les provinces. Ça veut dire que les provinces ont pour devoir de prendre des moratoires. Comme cela a été le cas avec la situation de la peine de mort. Vous savez, la peine de mort était toujours de mise dans notre pays. Mais à une certaine période, l'Assemblée nationale avait pris un moratoire pour dire que parce que l'État congolais est en train de faire un effort pour abolir la peine de mort dans la loi ou la norme pénale dans notre pays, alors il faut d'abord prendre le moratoire. Même si quelqu'un est condamné à la peine de mort, on ne peut pas l'exécuter. C'était une décision qui avait été prise. Et on a demandé aussi un moratoire au niveau des assemblées provinciales. Comprenez un moratoire. Nous sommes à la période de la guerre. Si on ne fait pas attention, l'ennemi peut en profiter pour saccager, pour prendre le pays en otage. Et nous sommes sous menace de la balkanisation. Et lorsqu'on parle de la province de la Tchopo, une province aussi stratégique, je crois que ce moratoire doit concerner en premier lieu cette province-là. Parce que si on ne fait pas attention avec le rififi qui se passe au niveau de la province actuellement, eh bien, on peut
assister à quelque chose de dangereux actuellement dans la province d'Achopo. Donc l'ennemi guette cette province-là. Voilà pourquoi le gouvernement de la République avait pris une décision pour demander aux provinces de prendre des moratoires. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que cette instruction qui est aujourd'hui appliquée ou mise en application par le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, est en train d'être bafouée par certains membres même du gouvernement. Sans citer les noms, nous connaissons le membre, prochainement on pourra les citer, parce que là c'est une question de vie ou de mort de notre patrie. Donc à un certain moment on sera obligé de citer les gens pour décourager ce genre de manœuvre. Les gens au niveau du gouvernement combattent la décision du gouvernement. Au niveau de l'Assemblée, il y en a qui même veulent faire un poignet pour faire une motion contre le VPM de l'intérieur, alors qu'il est en train d'appliquer. Alors votre mot de la fin par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Achopo? Déjà, mot de la fin. Mot de la fin. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, monsieur le journaliste, dans cette histoire de l'Achopo qui fait très mal. Nous avons par exemple cette situation-là sur le plan sécuritaire, il faut faire très attention. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on demande du gouverneur? De faire des recettes maximales. Mais un gouverneur qui a hérité une situation de guerre, une province qui est affectée au niveau de cette partie du pays. Vous savez, nous faisons limitrophe avec les provinces de l'Ituri, avec le Dekivu et le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé. Au Kivu, là-bas, il y a la guerre, AFC 1-23, à l'Ituri, plutôt à l'Ituri, au Bas-Ouélé, au Haut-Ouélé, il y a cette histoire-là de Mbororo et même des autres milices qui menacent la sécurité. Comment voulez-vous que le gouvernement puisse faire de grandes recettes alors que c'est cette ville-là qui accueille tous ceux qui partent de cette partie est du pays pour atteindre Kisangani? Il a de sérieux problèmes sur ces côtés-là. Il a trouvé des dettes. Il paie au niveau de la banque. Il y a aussi au niveau des infrastructures. Au niveau des infrastructures, il y a des choses. La province qui est vraiment désenclavée. Et vous l'avez dit. Oui, il a trouvé une province qui est désenclavée. Mais là, il a signé des contrats avec des entreprises pour relier la ville de Kisangani avec les autres territoires, les 7 territoires de la province de l'Achopo. Il y a également cette histoire-là de la voirie urbaine où plus de 60 kilomètres à terre battue est en train d'être fait. Il y a des routes qui ont été déjà réhabilitées. Voilà. Il y a l'asphaltage de la route. On dit, merci beaucoup. On termine par cette question. On dit que le gouverneur, il est tout le temps dans des fêtes. Il est tout le temps dans des fêtes. Répondez seulement juste quelques secondes. Le gouverneur n'est pas tout le temps dans de fêtes. Mais il est dans de fêtes lorsque toujours cela à Kinshasa. requiert sa présence. Pas toujours à Kinshasa. Le gouverneur a fait 4 territoires sur 7 déjà. Voilà. Au niveau de la province. Il a visité les territoires. Et s'il est à Kinshasa, c'est pour rencontrer les investisseurs. C'est pour voyager, aller faire appel à des investisseurs. Parce qu'au niveau de la province d'Achopo, on ne sait pas faire des recettes. Il faut faire appel aux investisseurs. Aujourd'hui, il y a le Brésilien qui amène à l'Achopo un investissement de 5 milliards de dollars. Ils sont déjà là, ils travaillent sur le terrain. Voilà, merci beaucoup, professeur Achille Etukumalo Inola, professeur à l'université de Kisangani, à l'université protestante du Congo, l'UPC, à l'université William Booth, professeur de droit. Merci, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi que le professeur a de la matière pour Chopo Natal. Restez branchés sur Télé 50, prochain numéro, c'est tout de suite.